Merci de nous rejoindre dans l'édition de l'information de ce mercredi sur A12. Voici le sommaire de ce journal. Désormais, les voyageurs en provenance de Chine devront présenter un test PCR valide avant d'être autorisés à entrer sur le territoire ghanéen. Cette mesure fait suite à la résurgence de la pandémie en Chine. En RDC, Kimbumba, dans le nord Kivu, serait toujours aux mains de la rébellion du M23. Des témoignages concordants remettent en cause l'engagement du mouvement rebelle qui, le 23 décembre dernier, avait annoncé son retrait de la ville. Enfin, au Brésil, Edson Arantes do Nascimento a été inhumé dans l'intimité familiale ce mardi 3 janvier. Des centaines de milliers de Brésiliens ont accompagné la dépouille du roi Pelé jusqu'à son mausolée. Première étape de ce journal, l'Ukraine, où la situation semble particulièrement inquiétante pour certains détachements de l'armée russe soumis à des conditions de combat terrifiantes. Dans ce reportage de BFM TV, des révélations sur la situation sur la ligne de front prennent à contre-pied les versions triomphalistes des dirigeants russes à Moscou. Regardez. Nous sommes ici depuis 12 jours et nous avons perdu tout un régiment. 2500 soldats sont morts. Le commandant du régiment nous a plantés. On nous a envoyés sur un champ à découvert en nous disant de creuser des tranchées. Nous n'avons rien. Avec quoi devons-nous nous battre contre des mortiers et des chars? Nous n'avons que des pistolets, des armes automatiques. Cette voix est celle d'un soldat russe. Il combat sur la ligne de front dans le Donbass. Nous ne sommes que de la putain de chair à canon. Nous ne sommes pas des humains pour eux. Les gars qui ont réussi à s'en sortir disent « On n'y retournera plus. Mettez-nous en prison. Nous n'y retournons pas. » Vraiment, je préfère faire 10 ans de tôle et rester en vie. Je n'y retournerai pas. L'enregistrement date de novembre dernier. C'est cette journaliste russe qui l'a recueilli. Les plaintes sont toujours les mêmes. Nous ne nous attendions pas à une situation aussi horrible. Lola Tagaeva dirige le média indépendant russe Vertska. Des témoignages comme celui-ci, sa rédaction en a obtenu une dizaine. Des documents rares, car ces soldats sont coupés du monde. Quand ils appellent, ils sont totalement choqués, dépités. Ils nous disent « Aidez-nous, nous ne sommes pas capables de survivre ici. Nous sommes seuls, sans rien, aidez-nous ». Et Moscou qui revoit désormais le bilan de la frappe ukrainienne sur sa base de Makivka dans le Donbass à la hausse. Selon le ministère russe de la Défense, 89 soldats ont été tués dans cette frappe de l'armée ukrainienne, soit 26 éléments de plus par rapport au chiffre de 63 morts initialement annoncé. À Samara, dans le centre de la Russie, près de 200 personnes se sont rassemblées mardi pour rendre hommage aux soldats tués dans la frappe ukrainienne sur Makivka dans la nuit du Nouvel An. Un fait inhabituel en Russie où les pouvoirs publics restent habituellement discrets sur les pertes militaires. Selon un dernier bilan de Moscou, 89 soldats seraient décédés dans l'attaque, un chiffre initialement estimé à 63 mais revu à la hausse après la découverte de nouveaux corps dans un bâtiment. L'Ukraine, elle, affirme que près de 400 soldats ont été tués. Volodymyr Zelensky a mis en garde ses compatriotes sur une probable riposte de la Russie. Il n'y a aucun doute, les maîtres actuels de la Russie vont jeter tout ce qui leur reste et tous ceux qu'ils peuvent rassembler pour renverser le cours de la guerre. Nous devons faire dérailler ce scénario russe et nous nous y préparons. Les terroristes doivent perdre. Toute tentative d'offensive qu'ils lancent doit échouer. Après l'attaque de Makivka, la Russie a affirmé que ses forces avaient détruit plusieurs lance-missiles ukrainiens dans la région de Donetsk. Près de 200 soldats et mercenaires étrangers auraient été tués selon le porte-parole du ministère de la Défense. Côté ukrainien, le chef de l'état-major affirme que l'armée a jusqu'à présent libéré 40% des territoires occupés depuis le 24 février. C'était un déplacement à haut risque, mais au bout duquel le pire a été évité. Ce mardi, le tout nouveau ministre israélien de la Sécurité, Itamar Ben-Gvir, s'est rendu sur le site du mont du Temple. Colère dans le camp des Palestiniens, crainte du côté israélien. Je vous laisse suivre.
C'était une visite à haut risque, mais finalement, les scènes de violence tant redoutées n'ont pas eu lieu. Figure de l'extrême droite israélienne et nouveau ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben-Gvir s'est rendu ce mardi sur l'esplanade des mosquées dans la vieille ville de Jérusalem. Si le Hamas pense que me menacer va me dissuader, qu'ils comprennent que les temps ont changé, a tweeté le ministre israélien. Lors de sa visite, le ministre était accompagné de membres des forces de sécurité israéliennes alors qu'un drone survolait l'esplanade. Cette visite était vivement critiquée par l'opposition israélienne. Les forces de sécurité pensent que cette visite est dangereuse. Ce n'est pas un hasard si les ministres évitent de se rendre là-bas depuis de nombreuses années. Les députés y vont, mais pas les ministres, surtout pas le ministre en charge du ministère de la Sécurité nationale. De son côté, le Premier ministre palestinien a qualifié cette visite de prise d'assaut de la mosquée Al-Aqsa et a déclaré que toute tentative d'Israël d'occuper le complexe était une violation du droit international. Troisième lieu saint de l'islam, mais aussi appelé mont du Temple par les Juifs, ce site, le plus sacré du judaïsme, est situé dans le secteur palestinien occupé et annexé par Israël. Connu pour ses propos racistes et partisan de l'utilisation des méthodes les plus brutales à l'égard des Palestiniens, Itamar Ben-Gvir et son ascension politique suscitent de vives inquiétudes. Comme je vous le disais dans les titres, le Ghana se barricade à son tour contre la résurgence de la pandémie de la Covid en Chine. Dès ce vendredi 6 janvier, les voyageurs en provenance de Pékin devront présenter un test PCR négatif datant de 48 heures. Le point avec la rédaction d'Africa News. Le Ghana se barricade après la fin de la politique zéro Covid en Chine. Accra a annoncé mardi des restrictions dans le cadre de ses efforts visant à combattre la propagation du virus. Ces dispositions s'appliquent aux voyageurs en provenance de Chine et prendront effet vendredi. Avant d'embarquer sur un vol à destination du Ghana au départ du pays de la Grande Muraille, les passagers doivent présenter un test Covid-PCR négatif de moins de 48 heures. Mais pas que, ils devront aussi se soumettre au test Covid obligatoire à leur arrivée. La mesure s'applique également aux voyageurs non vaccinés provenant d'autres pays. Les personnes complètement vaccinées, à l'exception de celles en provenance de Chine, sont exemptées de cette obligation, tout comme les moins de 18 ans. Les compagnies aériennes se verront imposer une amende de 3 500 $ si elles ne respectent pas ces exigences. Pékin a condamné mardi l'imposition des tests Covid par une douzaine de pays aux voyageurs en provenance de Chine et n'exclut pas des contre-mesures en représailles. On part à présent en République démocratique du Congo où la situation reste confuse à Kibumba malgré l'annonce par le M23 de son retrait de cette localité stratégique de l'est du pays. Plus d'une semaine après, les témoignages sont formels. La rébellion majoritairement composée de Tutsis reste maîtresse de la ville. Des précisions dans ce reportage. Le M23 est toujours présent à Kibumba, dans l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources locales. Le 23 décembre, les rebelles du M23 et leur chef militaire avaient rencontré les commandants de la force régionale de la communauté d'Afrique de l'Est en vue de leur retrait de Kibumba, situé à 20 km de Goma. Le lendemain, l'armée congolaise avait qualifié de leurre cette annonce de désengagement et 11 jours plus tard, aucun mouvement de retrait effectif n'a été signalé. Deux agriculteurs de Kibumba interrogés par l'AFP ont indiqué que les rebelles du M23 sont encore là, précisant qu'ils ont construit un centre pour leurs soins médicaux. Un des deux hommes a même affirmé avoir eu un échange avec les rebelles. Le mouvement du 23 mars, groupe armé majoritairement Tutsi vaincu en 2013, a repris les armes fin 2021 et au cours des derniers mois a conquis de vastes pans du territoire du Nord Kivu, province frontalière du Rwanda, accusée par la RDC de soutenir le M23. Toujours en RDC, c'est la fin définitive de parcours pour le caporal Albert Konyuko, dernier vétéran de la Seconde Guerre mondiale en République démocratique du Congo. Mort le 25 novembre 2022, ses obsèques sont prévues pour se dérouler ce vendredi 6 janvier. Le point dans cet élément.
C'est vendredi que sera inhumé le caporal Albert Kunyuku, dernier Congolais survivant de la Seconde Guerre mondiale, décédé le 25 novembre à Kinshasa. Il avait 100 ans. La date de son inhumation a été annoncée par José Adolphe Voto, producteur des films L'Ombre des Oubliés et Mon Caporal, qui raconte son histoire. Enrôlé de force à 18 ans, le caporal Albert Kunyuku faisait partie des 25 000 soldats de l'armée du Congo belge ayant combattu en Birmanie aux côtés des troupes belges pendant la Deuxième Guerre mondiale. Participation reconnue à sa juste valeur. En juin de l'année dernière, en effet, le caporal Albert Kunyuku a été honoré par le roi Philippe de Belgique à Kinshasa, alors qu'en 2015, il avait été décoré par le président russe lors des 70 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Au Burkina Faso, des volontaires pour la défense de la patrie VDP sont accusés du massacre de 28 civils dans une localité du nord-ouest du pays. Les faits survenus dans la nuit du 30 au 31 décembre 2022 feraient actuellement l'objet d'une enquête selon les autorités gouvernementales. Des supplétifs de l'armée burkinabé, membres des volontaires pour la défense de la patrie, sont accusés d'avoir tué 28 civils à Nouna, chef-lieu de la province de la Kossi, dans le nord-ouest, dans la nuit du 30 au 31 décembre. Le gouvernement burkinabé dit avoir ouvert une enquête pour faire la lumière sur ces violences qualifiées d'inacceptables. Le procureur de Nouna, localité du drame, a précisé que la plupart des victimes, toutes de sexe masculin, ont été tuées par balle. Fin 2022, les autorités de la transition au Burkina Faso ont lancé une campagne de recrutement de nouveaux supplétifs pour aider l'armée dans sa lutte contre les djihadistes. Sur des besoins estimés à 50 000, 90 000 personnes se sont inscrites. Le chef de l'État nigérian Muhammadu Buhari a signé ce mardi son dernier budget en tant que président de la République. Le budget dit de transition validé par le Parlement s'élève à près de 45 milliards de dollars avec un accent mis sur les infrastructures essentielles. Le Nigeria, faut-il le souligner, se prépare à vivre une nouvelle élection présidentielle en février 2023. Le président nigérian Muhammadu Buhari a signé le budget de 2023 de 21,83 trillions de dollars. Mardi à Abuja, la capitale, le chef d'État a ainsi validé le 8e et dernier budget annuel de son administration, déclarant que son montant constitue une augmentation de 1,32 billion de dollars par rapport à la proposition initiale de l'exécutif. Ces dispositions ont notamment été prises pour les élections générales de 2023 et pour le programme de transition. Un processus de transition imminent qui explique pourquoi le chef d'État a décidé de signer le projet de loi de crédit de 2023 tel qu'adopté par l'Assemblée nationale. Cette signature rapide permettra donc d'entamer sa mise en œuvre sans délai. Le projet de loi des crédits supplémentaires de 2022 a également été signé. Le président Buhari a remercié l'Assemblée nationale d'avoir approuvé sa demande de prolongation de sa date de validité jusqu'au 31 mars 2023. Cette loi permet à l'administration de répondre aux ravages causés par les récentes inondations nationales sur les secteurs de l'infrastructure et de l'agriculture. Les ministres des Finances, du Budget et de la Planification nationale fourniront des détails sur le budget approuvé et la loi de finances 2022 ultérieurement. Moins de 24 heures après son investiture, le nouveau président brésilien Lula da Silva tente de renouer avec les alliés traditionnels du Brésil. Ce lundi, c'est une kyrielle de chefs d'État qui a tenu à rencontrer le successeur de Jair Bolsonaro, de retour aux affaires à Brasilia pour discuter d'enjeux économiques majeurs. Le président colombien Gustavo Petro, celui du Chili Gabriel Boric ou encore le roi d'Espagne Felipe VI. Pas moins de 24 heures après son investiture, ce lundi, Lula s'était lancé dans une journée marathon à la rencontre des dirigeants de la planète. L'objectif pour le leader progressiste brésilien, rétablir les liens diplomatiques détériorés sous la présidence de Jair Bolsonaro. Il s'est notamment entretenu longuement avec le président bolivien, soucieux de renforcer la coopération en matière de politique sociale, d'énergie et d'approvisionnement en engrais, des préoccupations régionales majeures depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine. De son côté, le président argentin Alberto Fernandez s'est réjoui du retour au pouvoir de l'ancien syndicaliste.
Personnellement, je crois que le président Lula est un leader régional et qu'il va donner un élan très important à l'Amérique latine. Sa présence à la tête du Brésil marque le retour du pays dans tous les forums internationaux. La journée a aussi été ponctuée par une rencontre avec le vice-président chinois visant à intensifier les relations avec le géant asiatique, principal partenaire commercial du Brésil. Cap sur le Mali où les choses se font un peu plus claires dans le calendrier électoral 2023. Lors de son discours à la nation pour le nouvel an, le chef de la junte Assimi Goïta a annoncé le début du processus électoral pour mars 2023 avec la tenue du référendum constitutionnel. Un reportage. Un discours bilan d'une année 2022 éprouvante avec les actes de terrorisme enregistrés dans le pays, la vie sous les sanctions internationales de la CEDEAO et de l'UEMOA et la poursuite de la transition politique. Le président de transition, le colonel Assimi Goïta, a revisité le chemin parcouru dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022. Sur la question du terrorisme, malgré le départ des forces de l'opération Barkhane, il s'est réjoui des avancées dans la lutte contre l'extrémisme violent. Sur le plan sécuritaire, nous avons adopté une nouvelle posture militaire et acquis des équipements qui ont renforcé l'autonomie d'action des femmes et leur capacité à se déployer sur l'ensemble des théâtres d'opération. Avec la montée en puissance de nos forces de défense et de sécurité et le lancement de nombreuses actions offensives, la paix a changé de camp. Les groupes terroristes en sont réduits à des actes désespérés, des poses d'engins explosifs au passage des militaires et des paisibles citoyens. En fonction depuis le 24 mai 2021, le Comité national de transition s'est engagé à organiser l'élection présidentielle en février 2024, le référendum constitutionnel en mars 2023 et les législatives entre octobre et novembre 2023. Les réformes institutionnelles et relatives se poursuivent. Au nombre des actions initiées dans ce domaine, il faut noter la création de l'organe unique de gestion des élections et la rédaction de l'avant-projet de la nouvelle constitution dont le processus de finalisation est en cours. Il convient de noter également la mise en place du comité indépendant de suivi et évaluation des recommandations des assises nationales de la refondation. Placé sous embargo en janvier et juillet 2022 par les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, le peuple malien s'était exprimé à travers une grande marche de protestation contre les sanctions. Un acte salué par le régime de transition qui vient d'instituer le 14 janvier, journée nationale de la souveraineté nationale retrouvée. Au Gabon, le gouvernement opte pour le rationnement face à la crise dans l'approvisionnement du carburant qui menace le pays depuis le déraillement d'un train minier le 24 décembre dernier. Pas question de se faire servir à la pompe pour plus de 10 000 francs CFA. On suit ce reportage d'Africa 24. Pas plus de 10 000 francs de carburant à la pompe, ainsi a été décidé du rationnement dans les stations-service dans les provinces du Haut-Ogooué et de Ogooué-Lolo par la Direction générale des hydrocarbures du Gabon. Une décision prise pour pallier une éventuelle pénurie de carburant dans les localités affectées par le sous-approvisionnement en carburant. Dans les stations à essence de Franceville ou de Mwanda par exemple, les files d'attente pour se procurer du carburant se font de plus en plus longues. Les provinces desservies, notamment les provinces de l'Ogooué-Lolo, les provinces de l'Ogooué-Vindo ainsi que les provinces de Haut-Ogooué sont enclavées par la route, ce qui entraîne une pénurie de certains produits. Il n'y a quasiment plus d'essence. Les produits de première nécessité ont quasiment doublé de prix. Nous nous retrouvons avec des problèmes de transport urbain, transport interurbain, une inflation, une quasi-inflation qui ne dit pas son nom. Oui, surtout à Franceville et à Koulamoutou. Le 24 décembre 2022, un éboulement a causé un déraillement d'un train minier entre les gares de Ofoué et de Bououé. Une situation à l'origine des perturbations de l'approvisionnement en carburant dans les localités du Haut-Ogooué et de Ogooué-Lolo, deux provinces quasiment dépendantes du transport ferroviaire. Le Premier ministre du Gabon a instruit d'engager des mesures nécessaires pour prévenir la résurgence de pareilles situations. Le ministère en charge des travaux publics a été instruit par Madame le Premier ministre de prendre toutes les dispositions utiles afin d'engager les travaux curatifs
sur les tronçons routiers donnant accès aux localités présentant des risques d'enclavement du fait de la rupture du trafic ferroviaire, et ce, en vue de permettre la continuité de la circulation des voyageurs et des marchandises. Au-delà des perturbations en approvisionnement d'hydrocarbures, l'exportation de manganèse se trouve également affectée par le déraillement. Le plan d'urgence mis en place par le gouvernement, qui passe par la réhabilitation de certains tronçons routiers pour rallier les zones impactées, devrait prendre au moins un mois avant sa matérialisation. C'est un monde fou, des centaines de milliers de personnes qui ont accompagné hier l'icône du football mondial, détenteur de 3 titres de champion du monde jusqu'à sa dernière demeure. Durant 4 heures, le cortège funèbre d'Edson Arantes do Nascimento, dit le roi Pelé, a été ovationné par des centaines de milliers de Brésiliens jusqu'à son mausolée. On regarde ce reportage. Solennité et émotion contenues dans le dernier voyage de Pelé. Après une veillée de 24 heures au stade Vila Belmiro de Santos, le corps sans vie d'Edson Arantes do Nascimento a été conduit dans un camion de pompiers à travers la ville qu'il a vu grandir et devenir un géant du football. Le cortège funèbre de Oreille, le roi, a fait une halte devant la maison de sa mère qui, à 100 ans et du moins dans les premiers jours, n'était pas au courant de la mort de son fils. Pelé est décédé jeudi dernier à l'âge de 82 ans. Il luttait contre un cancer du côlon depuis 2021. Bien qu'attendu, sa mort a provoqué un grand choc dans le pays, à tel point que le gouvernement brésilien a décrété 3 jours de deuil national. Son nouveau président, Luiz Inácio Lula da Silva, s'est rendu au stade pour présenter ses condoléances à la famille. On estime que 230 000 personnes sont venues au stade de Vila Belmiro pour rendre un dernier hommage à Pelé. Des dizaines de milliers, peut-être des centaines de milliers, l'ont fait dans les rues de Santos. Après une cérémonie privée, le corps de celui que beaucoup considèrent comme le meilleur footballeur de l'histoire reposera au 9e étage du cimetière vertical de Santos, avec une vue dégagée sur le stade de l'équipe de sa vie. C'est donc ici que s'achève l'édition de l'information de ce mercredi. Merci de votre attention. Rendez-vous demain pour un autre point de l'actualité sur A12. Au revoir.